Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Voilà. Et effectivement, je suis venu vous parler de Java, donc d'un truc du passé, d'un truc de l'ancien temps. Java a eu 30 ans en fait au printemps dernier, et Java 8 a eu 10 ans. Il y a déjà presque un an. Donc Java 8 va avoir 16 ans dans peu de temps. Voilà, et on va parler de trois choses essentiellement, de Loom, de Ember, et puis d'autres trucs. Et puis je vous dirai 2 mots sur Valhalla. J'ai rajouté quelques éléments sur Valhalla, parce que en ce moment, Valhalla, ça bouge. Et comme ça fait 14 ans qu'on se dit qu'il faudrait que ça bouge, et que ça bouge enfin, ça vaut le coup d'en parler. Donc, je m'appelle José, j'ai travaillé pour l'université pendant une trentaine d'années, et là, depuis 5 ans, je travaille maintenant chez Oracle, qui est l'une des sociétés qui s'occupe de Java. Alors, je ne vais pas dire qu'il fait Java, parce qu'elle ne le fait pas toute seule, hein, mais quand même. Et puis, je publie plein de choses à mes instants perdus, et d'ailleurs pas que perdus. Les retrouver aussi sur le net. À une époque, j'avais un compte Twitter, mais Twitter, c'est vraiment plus fréquentable, donc ça, c'est terminé depuis longtemps. Mais voilà, maintenant, je suis sur Blue Sky. Mais je ne suis pas beaucoup plus que j'étais sur Twitter du temps où j'étais censé y être, donc voilà. Et puis comme j'ai plein de liens avec plein de contenus à droite à gauche, j'ai tout mis derrière un QR code qui vous emmène sur une page GitHub, voilà, avec tout un tas de liens sur les trucs que je publie sur le net. En dehors de ça, je m'occupe également d'une association qui ressemble à celle qui organise ce bel événement, qui s'appelle le Paris Jog, et on organise une autre conférence qui s'appelle J-Château. Si vous voulez en savoir plus, il y a un autre QR code pour aller dessus. Les inscriptions sont ouvertes, on a déjà vendu à peu près la moitié des places, c'est la première semaine de mars, et c'est une unconférence. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une unconférence, et si vous avez envie de savoir ce que c'est, eh ben venez me parler après la présentation, et je vous expliquerai de quoi il retourne. Voilà. Avec l'équipe dans laquelle je suis chez Oracle, on s'occupe d'un site web également qui s'appelle dev.java, c'est d'ailleurs surtout moi qui m'en occupe, qui est un site documentaire, avec toutes sortes de choses publiées sur Java. Voilà, qui est plutôt assez à jour. 24-25, on est un peu au taquet. Donc il y a pas mal de trucs sur ces éléments-là. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. On a un magnifique moteur de recherche qui marche pas super bien. Mais si vous utilisez un LLM et que vous lui demandez, que vous interrogez ce site-là, ça marche bien. Voilà. Et puis on publie également on publie pas que du contenu textuel, on publie aussi pas mal de contenu sur les vidéos. Voilà, il y a peut-être des gens qui regardent des vidéos parmi vous, YouTube, ouais, ça vous parle, ça vous dit quelque chose. Donc on a publié une grande série sur les nouveautés de 25 qui s'appelle Road to 25. Voilà, et puis si vous n'aimez pas les vidéos, on fait des podcasts également. Et si vous n'aimez pas les choses écrites, si vous n'aimez pas la vidéo et si vous n'aimez pas l'audio, bah, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Ok. Tout ce que vous voulez savoir sur le JDK, sur Java, etc., si vous suivez les choses, la première source d'information et la source, j'ai envie de dire, fiable, officielle d'information, c'est le site de l'OpenJDK, openjdk.org, et tout ce que je vais vous raconter, c'est en ligne sur ce site-là. Quelquefois, on entend des gens qui disent nous, on travaille avec l'OpenJDK, on télécharge l'OpenJDK, etc. Alors, juste pour mettre les choses au point, l'OpenJDK, c'est une association de gens. Ok, donc vous ne pouvez pas télécharger l'OpenJDK parce que vous ne pouvez pas télécharger une association. C'est un peu comme si vous disiez on va télécharger Codeur en scène ou on va télécharger la mairie de Rouen. Ça ne marche pas très bien en fait, c'est pas possible de faire ça. Mais l'OpenJDK s'occupe, outre d'écrire les spécifications de Java, elle s'occupe également de publier une implémentation de référence de la spécification qui s'appelle le JDK et que vous pouvez télécharger sur ce site-là et qui est gratuit. Voilà, qui est gratuit. Vous le téléchargez sur ce site-là, jdkjava.net. Vous voyez, Ready for Use, vous avez Java 25. Et puis Early Access, vous avez Java 26. Parce qu'en fait, 26, il est presque là, hein, déjà. Il y a des gens qui sont encore en 25 parmi vous? Non, plus personne? Vous êtes déjà tous sur 26 alors? C'est ça? Voilà. Et je vais vous parler de Java 25 parce que Java 25, c'est une version dite LTS. Tout le monde sait ce que c'est qu'une version LTS? Quels sont ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une version LTS? D'accord, 2 personnes. Donc pour tous les autres, je vais également vous expliquer ce que c'est, parce que en fait, je pense que vous ne savez pas ce que c'est. Rares sont les gens qui savent ce que c'est qu'une version LTS. LTS, ça veut dire Long Term Support, et depuis la version 11 de Java, tous les
4 versions, alors pour la 11 c'est un peu plus, mais depuis la 17, tous les 4 versions, il y a une version dite LTS. Donc on est passé de 11 à 17, puis après la 21 c'est une LTS, et donc la 25 c'est une LTS aussi. Et la prochaine version dite LTS, ce sera la 29, qui sera publiée dans un peu moins de 2 ans maintenant, parce que ce sera en septembre dans 2 ans. Voilà. Mais en fait, cette version LTS, c'est pas une version définie par l'OpenJDK, donc par l'assemblée des gens qui font Java. Si vous regardez toutes les distributions archivées qui sont sur le site de l'OpenJDK, là je vous les ai toutes mises depuis la 11. Vous voyez qu'en fait entre la 11, la 12, la 16, la 18, la 22, il n'y a pas de différence. L'OpenJDK vous publie pour chaque version 3 versions. Une première version initiale qui est la version qui sort le jour de la sortie, et puis 2 autres versions, 0.1 et 0.2, qui sortent à peu près à 2 mois d'écart. Donc là en ce moment on est sur la 25.01, puis bientôt on va avoir la 25.02. Et quand la 26 sortira, il n'y aura plus de patch sur la version 25 du point de vue de l'OpenJDK. Cette version LTS, en fait, c'est une convention entre des éditeurs qui se disent on va faire des patchs sur ces versions 21, 25, 17 avant, pendant un certain temps assez long, en tout cas plus long que 6 mois, de façon à ce que nos clients payants puissent télécharger ces patchs, et en plus de ça, on va leur vendre du support technique. Et des éditeurs qui font ça, il y en a une vingtaine. Alors moi je travaille pour Oracle, donc voilà, Oracle le fait, mais c'est pas la seule société qui le fait. Et il y a même des associations qui font ça, puisque Eclipse, la fondation Eclipse, a un projet qui s'appelle Adoptium, qui publie une distribution qui s'appelle Temurin, et qui propose également des LTS avec des patchs pendant plus de temps que ça. Mais du point de vue de Java, du point de vue de la spécification de Java, cette notion de LTS, elle n'existe pas. D'accord ? Et ça, c'est important de le voir. C'est important de le voir parce que ça veut dire que tous les patchs que vous avez, si vous téléchargez uniquement des versions sur le site de l'OpenJDK et que vous la gardez pendant 3 ans, ça veut dire que pendant 2 ans et demi, vous n'avez plus de patchs, de sécurité notamment, ce qui peut éventuellement être embêtant pour vos applications en production. D'accord ? Voilà. Donc si vous regardez ce qui se passe pour la 25, là la 25 elle est là, vous voyez qu'en ce moment on a la 25.01. Voilà. Et puis les gens travaillent déjà sur la 26. Donc je vais vous donner plus de détails sur la 25 et sur la 26. Et vous voyez que la 26, on a déjà sa date de sortie. Elle est prévue pour le 17 mars prochain. Donc le 17 mars, il y aura une version 26. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? On ne le sait pas encore. Quand est-ce qu'on le saura? On le saura avant le 4 décembre. Le 4 décembre, c'est dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, on aura la liste des nouveautés qui seront mises dans la 26. Et pour l'instant, voilà, les features, elles sont là. C'est les JEP qui sont là. Ça, c'est les nouveautés qui sont déjà dans la 26. Il y en a quelques-unes qui vont encore se rajouter dans les 2 dernières semaines. En général, il y a un pic de soumission vers la fin. Pour ceux qui organisent des conférences, c'est comme l'organisation des conférences. Les gens, ils soumettent toujours à la dernière minute. Là, c'est un peu pareil. Donc aujourd'hui, il y en a, je ne sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il y en aura peut-être 20 à la fin. Ça, les 2 dernières semaines, ça va se bousculer au portillon. Donc cette notion de LTS, c'est une notion vendeur. Voilà. Vous avez des vendeurs qui vous proposent du support à long terme, technique, commercial, qui peut être gratuit, avec des licences qui peuvent être différentes, etc. Mais le LTS, c'est ça que ça veut dire. Et ça a une conséquence pour vos projets, qui est très importante, c'est que toutes les versions du JDK, comme vous avez montré, je vous ai montré tout à l'heure sur le slide, toutes les versions du JDK sont équivalentes. Il n'y a pas de différence du point de vue qualité, du point de vue technique, entre une version 24, une version 25 et une version 26. Donc si vous avez envie d'utiliser les dernières fonctionnalités, les derniers raffinements de la JVM, les dernières améliorations des GC et du compilateur just-in-time, vous pouvez très bien, dans quelques mois, prendre la version 26 et faire fonctionner votre application en production avec. Le niveau de qualité de la 26, c'est le même que le niveau de qualité de la 25. La 24, ce n'est pas une version bêta de la 26. Et c'est pareil pour la 24 aussi. Alors si vous voulez aller plus loin, parce que là je ne vais pas vous parler très longtemps, il y a ce monsieur-là qui est le grand architecte de la JVM, qui s'appelle Mark Reinold, qui a fait une keynote en février dernier et qui explique qu'est-ce qui drive le développement des nouvelles fonctionnalités de Java. Donc il y en a 11. Voilà, et son talk est sur YouTube et il est super intéressant. Je vous ai mis le QR code si ça vous intéresse. Et avec le timecode, parce que ça dure assez longtemps la keynote. Et lui, il n'a pas parlé pendant tout ce temps-là, donc il y a aussi le timecode avec juste ce qu'il vous a raconté. Voilà.
Entre la 18 et la 21, on avait 23 JEP, quand on fait la somme de toutes les JEP. Une JEP, c'est une nouveauté, hein. De toutes les JEP sur toutes les versions, donc 18, 19, 20 et 21, ça faisait 23. Entre 22 et 25, il y en a 66. Donc il y a eu une certaine inflation ou une certaine augmentation, enfin, les deux sont vrais, je pense. Okay. Sur ces 66, il y a des JEP qui sont des JEP de fonctionnalité en mode preview, en mode incubation, ou en mode, pour l'instant, il ne faut pas trop y toucher, mais c'est là, si vous avez envie de jouer avec et de les essayer, vous pouvez le faire. Ça, c'est tout ce qui est en jaune. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Et vous voyez qu'en 12, il n'y avait quasiment que ça. En 18, en 25, il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même encore beaucoup. Et il y a des choses qui concernent vraiment tous les aspects de fonctionnement de Java. Donc si je retire tout ça, ça me donne ça comme nouveauté. Alors en bleu, et il n'y en a qu'une seule en bleu dans le paquet 22, pardon. En bleu, c'est les évolutions du langage. Ça, les évolutions du langage, il y en a très très peu. Okay, c'est rare de faire évoluer un langage parce que c'est compliqué. Ça engage à la fois le passé et le futur, donc les gens sont super prudents quand ils font ça. En vert, c'est les évolutions des API. Donc ça, c'est les trucs avec lesquels vous pouvez jouer. Et ça, c'est les versions finales. Donc c'est des choses que vous pouvez utiliser dans vos applications sans risque que ça change ou que ça soit retiré, comme ça peut être le cas pour une version preview. Et puis en rouge, c'est des modifications de la JVM. Et ça, ces trucs-là, c'est génial. Parce qu'il suffit de changer de JVM et magiquement, sans même recompiler, votre application elle va plus vite. Elle consomme moins de mémoire, elle est meilleure, donc elle vous coûte, votre facture cloud elle va baisser. Vers la version 11, par exemple, il y a la classe string. Vous savez, il y a un tableau de caractères dans la classe string qui porte votre chaîne de caractères. Ben là, ce tableau de char, donc 16 bits, c'est devenu un tableau de bytes, 8 bits. Donc si vous utilisez que des chaînes de caractères ASCII, en fait, eh ben, magiquement, vos chaînes de caractères elles vont occuper 2 fois moins de mémoire, la moitié de la mémoire que ce qu'elles utilisaient avant. Et vous n'avez pas besoin de recompiler votre code, ça marche comme ça. Ça, c'est quand même super. Voilà. Et puis en mauve, alors c'est d'autres trucs qui ne sont pas vraiment du langage, pas vraiment des API, c'est pas de la révolution, et dont je ne vais pas vous parler beaucoup. Par exemple, vous avez en 23, maintenant vous pouvez utiliser du Markdown dans la Javadoc. Vous savez ce que c'est que la Javadoc, hein, une espèce de vieille syntaxe toute merdique des années 90. Ah, maintenant on peut faire du Markdown dedans. Et si vous êtes dans un IDE pas mal, genre IntelliJ par exemple, eh ben, si vous faites le rendering dans IntelliJ du Markdown, ben, c'est vachement joli. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez cliquer sur les liens, des trucs magiques en fait. Voilà. Donc ça maintenant c'est possible. Il y a d'autres trucs aussi, par exemple vous pouvez maintenant, vous savez dans les constructeurs, d'ailleurs je vais vous le montrer, il y a un appel à super, hein, qui est en premier. Maintenant on n'est plus obligé de le mettre en premier, vous pouvez le mettre après. Voilà. Je vais vous montrer que ça peut permettre d'éviter d'avoir des nœuds pointeurs exception, donc c'est pas mal. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça, c'est toutes les nouveautés. Donc il y en a quand même un paquet des nouveautés. Hein. Mais vous voyez que du point de vue des API du langage, il n'y a pas tant de choses que ça. Donc c'est encore humainement, j'ai envie de dire, encaissable. On peut comprendre comment ça fonctionne. Alors tout ce qui est nouveauté, ça se répartit au niveau de l'OpenJDK en projets. Vous avez un projet qui s'appelle le projet Amber, qui comporte tout ce qui est pattern matching, record, type scellé, etc., si ça vous parle. Vous avez un projet qui s'appelle Loom. Loom, c'est un métier à tisser, donc ça permet de gérer plein de fils. Et fils en anglais, ça se dit thread. Et Loom, c'est le projet qui a amené les virtual threads, justement. Voilà. Et puis qui continue à amener des choses, qui a amené les scope values, et puis la concurrence structurée, ça c'est encore en preview. Vous avez un projet qui s'appelle Panama, qui amène, alors ça je ne vais pas en parler, qui a amené la memory, la FFM API, également entre 22 et 25, donc qui remplace JNI grosso modo. Si vous faites du JNI, arrêtez, passez en 25 et faites du Panama, ça sera vachement mieux. Et puis vous avez la Valhalla, qui est un peu le serpent de mer. Il y a des gens qui ont entendu parler de Valhalla déjà? Ouais, 2-3 personnes. Valhalla, c'est le truc magique, hein. C'est ce qui va vous permettre de déclarer des objets dans votre code et puis d'utiliser des types primitifs à l'exécution. Plus d'indirection, plus de machin, plus de pointer chasing, c'est un truc super. Ok, alors je vais commencer par vous parler d'Amber. Au début, le but d'Amber, c'est d'amener le pattern matching sur la plateforme Java. Okay, et le pattern matching, grosso modo, c'est ça. Vous voyez que j'ai un record qui s'appelle point, que j'ai déclaré par ailleurs, et je peux faire O, instance of, ce record, et puis je peux mettre des variables dedans.
Et si O, c'est effectivement une instance de point, bah, le runtime va me créer ces deux variables et je vais pouvoir les utiliser dans mon if. D'accord ? Ça, c'est du pattern matching. C'est pas une idée nouvelle, hein. Ça date des années 70. C'est de la programmation fonctionnelle, ça a 50 ans. Mais maintenant, là, en Java. Et ça, c'est du final depuis un moment déjà. Alors, ces trucs-là, on peut les utiliser dans des switches également. Vous voyez que le switch que j'ai écrit ici, qui est là, c'est pas une expression, c'est toujours un statement, mais il a cette syntaxe avec des petites flèches. Voilà, ça c'est le nouveau switch. Ça marche assez bien avec le pattern matching parce que je peux switcher sur O et puis demander est-ce que c'est un point, mais en plus je voudrais que les coordonnées de ce point soient tous les deux positifs. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un guarded pattern. C'est un pattern avec une expression booléenne après. D'accord ? Donc ça c'est du final, ça je peux le faire depuis un moment déjà. Puis j'ai un default parce qu'en plus le compilateur il va vérifier que mon switch il est exhaustif là. Si les cases il couvre pas tous les cas possibles pour mon objet O, le compilateur va me mettre une erreur et il va falloir que je le rende exhaustif. Voilà. Et puis ça marche particulièrement bien avec les types scellés. Ça c'est un type scellé, weather response. Okay. J'ai mis la clause permits en gris clair parce que là tous mes records ils sont déclarés comme membres de mon interface scellée et donc j'ai pas besoin de mettre la clause permits. Je peux la mettre mais c'est pas une obligation dans ce cas-là. D'accord ? Donc j'ai trois implémentations qui sont 3 records. La première elle modélise une réponse qui s'est bien passée et puis les deux autres une réponse qui s'est mal passée. Voilà, j'avais pas de météo pour ma requête, où le serveur a fait un timeout et donc je considère qu'il n'y a pas de réponse non plus. Et en fait, je vais analyser cette réponse et ça, je peux le faire avec du pattern matching. Vous voyez, je peux faire un switch sur la réponse et puis j'ai mes 3 cas. Dans le cas où j'ai un résultat, je peux l'écrire comme ça, en déconstruisant mes records et sur les 3 trucs. Là, vous noterez que je n'ai pas de clause default parce que comme j'ai un type scellé, que je switch sur un type scellé, le compilateur, il est assez malin pour s'en rendre compte. Il est malin, le compilateur. Et donc, il est content, il voit que j'ai balayé tous mes types, donc il est content. Si je rajoute un type dans mon type scellé, là, le compilateur, il va me dire « Hey, il faut que tu rajoutes un case dans ton switch. » Il va me le dire. Et là, dépendamment de ce que je fais dans mon code, vous voyez, si ma réponse de serveur, là, c'est un autre exemple, okay, j'ai 3 records. À chaque fois, je passe le code HTTP de la réponse, et puis du JSON ou un message d'erreur, dépendamment de ce que j'ai. Et puis après, je fais un switch dessus, donc j'analyse tout ça. Vous voyez que dans le premier cas, ma réponse, là, je fais un appel réponse.json, et puis dans les deux autres cas, je fais une déconstruction sur les records, et je gère l'erreur. Alors dans le premier cas, plutôt que de faire réponse.json, je peux utiliser la déconstruction de tout à l'heure. Mais quand je déconstruis un record, je suis obligé de déconstruire tous ces composants. Je ne peux pas dire « Ah, ce composant-là, j'en veux pas ». Enfin, jusqu'à présent, je ne pouvais pas. Et maintenant, je peux. Là, le code qu'il y a ici, dans le premier cas, je ne l'utilise pas. Alors, c'est un peu problématique parce que si je ne l'utilise pas, qu'il y a quelqu'un qui passe derrière moi et qui l'utilise par erreur, il va peut-être écrire un bug. Okay, et il peut le faire. Cette personne peut le faire. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire, maintenant, je vais pouvoir mettre un underscore. Et on appelle ça en unnamed pattern. Bon, ça n'existe dans pas d'autres langages. Hein. C'est pas nouveau. Mais ça, cet underscore, je n'ai pas le droit de l'utiliser dans le code. Donc, j'ai envie de dire, c'est une protection. Voilà, au moins ici, je sais que je ne peux pas l'utiliser, et donc tout va bien. Notez que je peux même l'écrire comme ça, sans mettre le type. Mais là, ce n'est pas tout à fait équivalent au truc précédent. Le truc précédent, je reviens là, je suis en train de dire au compilateur, vérifie que ma réponse, elle est bien construite sur un int et une chaîne de caractères. Okay ? Alors que si je l'écris comme ça, je lui dis, le premier paramètre, je m'en fiche, peu importe ce que c'est, le vérifie pas. Par contre, le deuxième, il faut que ce soit une chaîne de caractères. Donc si quelqu'un change le modèle de mon record, cet int, si ça devient une chaîne de caractères par exemple, parce que voilà, ou un status, un objet status, parce que là c'est un statut HTTP, là je ne vais pas le voir, ce code-là il va continuer à compiler. Alors que le code précédent, ce code-là, là si jamais le int il est changé en un vrai objet status, là le compilateur va me dire hey, attention, c'est plus un int. Même si tu n'en as pas besoin, c'est plus un int, donc il faut que tu agisses ici. Donc ça c'est ce nouveau truc unnamed pattern. Et puis je peux l'utiliser également pour les deux autres, le not found et le error. Vous voyez que là en fait, éventuellement je vais faire la même chose sur ces deux trucs-là. Et je peux dire, ces objets en fait je les utilise pas, je vais juste loguer une erreur et puis sans utiliser les éléments qui me sont transmis avec ces trucs-là. Et donc là si je fais ça, je peux en fait écrire, si j'utilise l'underscore, je peux en fait cumuler les deux trucs sur le même case.
Donc j'ai pas besoin de dupliquer le code, ce qui est quand même assez sympa. Ça, je peux le faire que si j'utilise l'underscore. Mais si je veux aussi toujours vérifier que le modèle de mes records il n'a pas changé, à ce moment-là, je peux aussi l'écrire comme ça, en disant attention, c'est un objet not found, il est construit sur un int, c'est un objet server error, il est construit sur un int et sur une chaîne de caractères. Je veux quand même que tu vérifies ça. Je peux utiliser cet unnamed pattern également, alors c'est plus une unnamed pattern, là c'est un unnamed variable, dans les catch. Vous voyez, là j'ai un number format exception, puis en fait je ne l'utilise pas, donc je peux dire, bah tiens voilà, il y a une exception, mais l'exception je ne l'utilise pas. Voilà. Alors notez qu'en termes de perf, ça ne m'apporte rien ça, hein, parce que l'exception elle était déjà construite avant. Hein. Tout ce que je dis c'est je ne l'utilise pas. Mais l'exception est déjà construite avant. Hein. Pareil pour les composants de mes records, hein. Mes composants de records ils sont quand même créés, c'est juste que je ne les utilise pas. Et je peux l'utiliser aussi dans les paramètres de mes lambda. Là, j'ai un computif absent. Et puis, vous voyez que le deuxième truc, là, le key new ArrayList, je n'utilise pas l'élément key dedans. Bah, je peux le dire en disant, bah voilà, l'élément key, c'est un underscore, donc je ne l'utilise pas. Ça peut être intéressant parce que si jamais il y a quelqu'un qui se dit, oh là, il doit y avoir un bug, le key, il faut que je le passe en paramètre du constructeur de l'ArrayList. Là, vous ne faites plus du tout la même chose. Hein. Votre key, c'est une clé primaire. Sa valeur, c'est peut-être 4 612 792. Et si vous le passez en paramètre de construction de votre ArrayList, bah, ça veut dire que vous créez une ArrayList de cette taille-là. Si c'est juste pour mettre 2 éléments dedans, vous êtes en train de consommer de la mémoire pour pas grand-chose, voire pour rien. Voilà. Et puis, la dernière utilisation, c'est aussi en tant que variable locale. Là, je suis en train de popper des éléments d'une file latente. Et puis, vous voyez que j'ai besoin que des paramètres x et y pour construire mon point. Donc la variable z, je ne l'utilise pas. Alors je pourrais dire, bah, je ne vais pas la créer, la variable z. Bon, le compilateur just-in-time, il ne va pas vous virer le pop parce que vous êtes en train de faire un effet de bord. Hein. Donc évidemment, il le voit et là, il ne va pas le virer. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui dit, ah bah oui, mais le pop, en fait, il ne sert à rien. Il ne fait rien, je ne fais rien du retour, donc je vais le retirer du code. Ah là, votre code, il va moins bien marcher si vous faites ce genre de choses. Okay. Donc dire, bah ça, voilà, je fais le pop, mais je le mets dans un truc que je ne vais pas utiliser. Vous pouvez l'exprimer explicitement dans votre code, ce qui est quand même mieux. Voilà. Ça, c'est la modification du langage de Java 22, les unnamed variables, et c'est tout documenté avec plein d'exemples dans cette JEP-là, si vous voulez plus de détails. Autre aspect du projet Amber, c'est les patterns sur les types primitifs. Ça, c'est quelque chose qui est encore en preview, donc on l'a pas encore. Jusqu'à présent, on ne peut pas faire d'instance of sur des types primitifs. Si vous tapez ça en Java, bah, ça ne marche pas. Vous allez avoir un message d'erreur, une erreur de compilation. Hein, c'est la compilation que ça va vous rattraper. Okay. Mais par contre, dans les switches, vous avez le droit de le faire. Ça, dans un switch, c'est légal. Vous pouvez dire, bah voilà, sur 200, 300, voilà, je fais un switch là-dessus et puis je récupère mon statut HTTP. Et ça marche bien. Vous pouvez switcher sur tous les types entiers, sauf long. Vous ne pouvez pas switcher sur long, et vous ne pouvez pas switcher sur boolean non plus. Voilà. Puis on peut aussi switcher sur chaîne de caractères et énumération, mais ça c'est autre chose. Mais maintenant, supposez que vous vouliez switcher sur des ranges, d'accord ? Pas juste sur 300, mais sur tous les codes entre 300 et 399, par exemple. Ben ça, vous ne pouvez pas le faire. Parce que le switch, le case label, c'est une constante, c'est pas un booléen. D'accord ? Donc vous êtes bon pour écrire ce genre de code. Qui est-ce qui aime ce genre de code ? On est d'accord ? Ok. Et puis il y a quelqu'un qui aime beaucoup ce genre de code, c'est Sonar. Parce que là, vous avez combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 returns. Et là, Sonar, il vous dit 6 returns dans une méthode, c'est beaucoup trop. Pas dire qu'il a complètement tort. C'est vrai que c'est quand même pas terrible. Et ben, avec ces types primitifs, hein, ce pattern sur les types primitifs, l'idée c'est de pouvoir écrire ce genre de code. Dire voilà, je vais faire un case sur un int et puis je vais créer cette variable de pattern, i200. Et maintenant que j'ai un pattern, je peux faire un guard sur ce pattern, comme tout à l'heure sur le point que je vous ai montré. Okay, donc je peux faire un deuxième sur i300, voilà, avec mon guard entre 300 et 400. C'est un peu idiot hein, ce que je suis en train d'écrire comme code. Et puis si c'est 401, il se passe ça, si c'est 404, il se passe ça. Et puis il me faut un default, voilà, ou un int other, voilà, pour que mon switch soit exhaustif. Et là, Sonar, il est content parce que j'ai qu'un seul return. J'ai l'expression. Ouais. Les patterns sur les types primitifs, c'est de la preview.
en 25 et ce sera aussi de la preview en 26. Je vous ai sorti la JEP elle est là. Voilà, j'ai pas eu le temps de la lire, donc je ne sais pas ce qu'il y a comme modif, mais à mon avis, il va y avoir des modifications. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le futur du projet Amber, je vous invite à regarder ce talk, qui est super intéressant, de Brian Goetz, sur ce qu'il appelle les witness, et qui est une fonctionnalité de Java entièrement nouvelle, qui permettrait de créer des trucs un peu comme le try with resource ou le pattern for each. Vous savez que le for each, ça marche sur tout ce qui est itérable. Le try with resource, ça marche sur tout ce qui est auto-closable. Donc c'est une relation entre une fonctionnalité du langage, le try with resource, et le fait qu'un type étende un autre type, une interface en l'occurrence auto-closable. Donc là, l'idée, c'est de prolonger ce genre de choses pour créer d'autres constructions du langage qui s'appuieraient sur des types. Encore sur le futur, alors là, il n'en parle pas dans cette présentation-là. Donc, donc on peut déconstruire des records aujourd'hui avec le pattern matching. L'idée, c'est d'étendre ça à d'autres classes. Donc les gens travaillent là-dessus également. C'est aussi d'étendre, de créer une fonctionnalité qui s'appelle le wither. Alors, il y a même une JEP là-dessus, mais qui n'est pas terminée. Vous voyez, si vous voulez créer un record c'est quelque chose qui est immutable, donc vous ne pouvez pas le changer. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous voulez le changer? Vous en faites une copie en modifiant des composants. Mais l'idée, c'est que vous voulez pouvoir changer plusieurs composants à la fois d'un seul coup. Alors vous pouvez vous amuser à créer une méthode with, comme ça, puis pof, ça vous retourne une copie avec la nouvelle valeur. Mais si vous commencez à chaîner les choses, vous voyez qu'à chaque fois que vous avez un appel à with, vous avez la création d'un nouveau record qui va être garbagé immédiatement. Donc ça, c'est un overhead, les gens ne veulent pas. L'idée, ce serait de pouvoir l'écrire comme ça. Vous voyez, je veux un point avec, puis il y a une espèce d'expression dedans, puis avec autre chose. Et en fait, tout ça, c'est compacté en un seul truc, et ça vous crée le record final avec toutes les modifications que vous avez spécifiées. Ça, c'est du langage. Vous voyez que ça, c'est une fonctionnalité du langage. Et donc, les gens sont en train de travailler sur ce genre de choses. Alors, la syntaxe, ce sera peut-être pas ça, ce sera peut-être complètement autre chose. Mais l'idée, c'est d'arriver à faire ce genre de choses. Et une fois qu'on aura ça, peut-être qu'on aura également, donc ça, ce serait une déclaration, peut-être qu'on pourrait faire des maps littérales et des collections littérales. Ça, ce serait cool. On n'a pas ça en Java. Et puis, tous les autres langages, ils l'ont. Donc, on commence à être jaloux. Voilà. Donc, on pourrait écrire ce genre de choses de cette façon-là. Vous remarquerez que là, c'est des interfaces. Donc, on ne dit rien sur l'implémentation. Et c'est exactement ce qu'on veut. Là, l'implémentation, on ne veut pas l'exposer. On veut juste exposer comment dire, la fonctionnalité. Bon, puis je ne sais pas si vous vous rappelez des string templates. Voilà, ça c'est un truc qui a été abandonné. Ça a été abandonné pendant J-Chateau d'ailleurs, c'est marrant, il y a 2 ans. Un jour, on s'est réveillé le matin, ils avaient posté le mail pour dire les string templates c'est poubelle pendant la nuit, parce qu'évidemment ils ont fait ça aux États-Unis, donc pour nous c'était la nuit. Et donc voilà. Donc les string templates, ça va finir par revenir, ça faut pas croire, mais pas tout de suite. Ok. Et le dernier truc, c'est aussi quelque chose qui était là et qui est parti, c'est la possibilité de faire de l'assignation, d'assigner une variable dans un template, dans un pattern. Faire quelque chose comme ça, et puis pouf, magiquement, ça me crée X et Y, et j'ai pas besoin de la variable point. Voilà. Donc ces trucs-là, ça devrait revenir. Les types primitifs, c'est de la preview en 25 et en 26. Tout le reste, c'est de la preview pour encore plus longtemps. 2 mots sur Valhalla. Vraiment 2 mots pour vous dire, tout est là-dedans. Valhalla, ça va arriver. Mais si vous ne savez pas ce que c'est que Valhalla, c'est dommage. Mais je vous invite à regarder cette présentation qui va vous en dire plus. Je vais vous parler du projet Loom. Le projet Loom, donc l'idée, c'est d'amener des threads virtuels et de se dire la programmation réactive avec des callbacks. Qui aime ça? Ok, on est d'accord. C'est cool. La programmation réactive avec les callbacks, en fait, il faut arrêter de se dire que c'est une bonne solution. Techniquement, c'est une solution qui marche, mais dans la pratique, c'est une solution horrible. Personne n'a envie d'écrire de code réactif. Voilà. Donc, les threads virtuels vous permettent de ne plus avoir à écrire de code réactif. Première chose, si vous utilisez les threads virtuels dans vos applications, le simple fait que ce truc-là, que le fait que vos threads ne sont plus épinglés sur la synchronisation, ça c'est déjà une bonne raison de prendre Java 25. Voilà. Deuxième chose, les threads locaux sont toujours là, mais on a maintenant les scope values qui font la même chose, mais mieux, qui sont disponibles en version finale, donc ça c'est super.
Et puis on a la concurrence structurée, on va en être à la 6e ou 7e preview en 26, on l'a déjà à la preview. La solution de la concurrence structurée, enfin le pattern classique de Java 5, hein, avant qu'on ait les threads virtuels, quand on veut faire des requêtes sur des serveurs, c'est de faire ce genre de choses. On envoie tout dans un exécuteur service, ça part en asynchrone, on récupère les futures et on fait des gets sur les futures avec des timeouts pour obtenir les résultats. Alors, dans ce code-là, il y a plein de bugs, hein. Il y en a au moins 4. Le premier bug, c'est que déjà, ça bloque 3 threads. Il y a 2 threads de l'exécuteur service qui sont bloqués par la requête. Donc si c'est des threads virtuels, c'est pas grave, mais là c'est des threads plateforme, donc ça c'est très embêtant. Okay. Et puis il y a le thread main également qui est bloqué. Le thread qui fait les gets, il est bloqué aussi. Donc ça c'est du code qu'on ne veut pas écrire. Okay. Mais c'est pas tout. Il y a également un problème, c'est qu'on a une possibilité de perdre des threads. On a une possibilité d'avoir des fuites de threads dans ce code-là. Vous voyez, parce que si le premier get crash, soit sur une vraie exception, soit sur un timeout, bah, le deuxième get, il n'est jamais appelé. Et si vous avez un timeout sur le deuxième get, bah, il bouffe un thread de votre exécuteur service et vous êtes mort. Ce thread-là, il ne sera jamais récupéré. La seule façon de le récupérer, c'est de redémarrer votre JVM. Ok. Donc ça, c'est très très mauvais. Et on veut se sortir de ce genre de situation. Et puis le dernier point, c'est que si vous regardez les stack traces, si vous avez des exceptions là-dedans, vous regardez les stack traces, elles vous emmènent dans les threads de vos exécuteurs service, pas du tout dans les threads de vos applications. Et si vous avez essayé de débugger les applications réactives une fois dans votre vie, vous savez que les stack traces, ça ne sert à rien de les regarder parce qu'elles ne vous emmènent pas du tout à l'endroit où les exceptions ont été claquées dans votre application. Ça vous emmène dans votre plateforme, dans votre framework. Donc, on a 3 problèmes à résoudre hein, avec les 3 objectifs du projet Loom. Premièrement, on veut pouvoir bloquer des threads virtuels gratuitement. Et là, c'est le cas. Thread virtuel, vous pouvez le bloquer. D'ailleurs, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser des threads virtuels efficacement, il faut les bloquer. Si vous ne les bloquez pas, il ne faut pas les utiliser. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Deuxièmement, les threads virtuels, tout le mécanisme de création des stack traces ont été revus. Et donc ça vous emmène à l'endroit où vous avez soumis votre tâche dans votre code. Ça vous emmène à la fois dans la lambda et à l'endroit où votre lambda elle était soumise dans votre code. Donc ça vous règle ce problème-là aussi. Et puis le problème des loose threads, il est résolu également par la concurrence structurée. Et moi aussi j'en ai un. Hein. Comment est-ce que ça marche la concurrence structurée? Ça marche de cette façon-là. Vous avez un objet qui est un structure task scope, qui est l'objet central de la concurrence structurée. Alors dans la première version de la preview, vous pouviez faire un new dessus. Donc ça c'est fini parce que maintenant c'est une interface et elle est scellée. Donc vous ne pouvez plus faire de new dessus, il faut impérativement appeler la méthode open qui est là. Et puis vous pouvez passer des joiners à ce truc-là. Et les joiners, sont les objets qui implémentent la stratégie avec laquelle vous allez récupérer vos tâches, les résultats des tâches que vous allez soumettre, et qui va dire ce que vous allez en faire. Alors ici, c'est un Any Successful Result or Throw. Donc vous êtes en train de faire des requêtes sur un serveur météo, vous voulez la première réponse, parce que normalement toutes les réponses vont être équivalentes. Donc c'est ça que vous allez utiliser. Et puis la méthode join va directement vous retourner cette première réponse. Donc s'il y a des tâches qui sont encore en train de s'exécuter quand la première réponse arrive, elles vont être automatiquement cancellées par l'implémentation de votre structure task scope. Des joiners, il y en a pas mal. Celui-là, le await all, il attend que vous ayez tous les résultats qui soient disponibles. Okay. Et quand vous appelez join, eh ben, ce join va bloquer. Il va rendre la main quand quand toutes les tâches auront terminé leur exécution. Après, vous pouvez regarder les différentes subtasks. Alors, vous allez mettre dans une liste, vous allez faire un stream avec, etc. Là, c'est un code qui est très simple hein, pour récupérer l'état dans lequel votre tâche se trouve. Est-ce qu'elle a produit un résultat? Est-ce qu'elle a produit une exception? Et pour pouvoir construire le résultat de l'ensemble de votre système avec ça. Et le fait que ce soit dans un try with resource, ça veut dire que quand vous quittez le try with resource, votre objet scope, il est fermé. Et si jamais il reste des threads qui sont en train de courir à l'intérieur, tous ces threads, ils seront interrompus, garbagés, et tout sera nettoyé. Donc le fait d'avoir des threads perdus dans le pattern exécuteur service, qui est un des problèmes du pattern exécuteur service, bah là, il est résolu
avec votre structure Stascope. Vous n'avez plus de problème de ce point de vue-là. Cet objet joiner, il a 3 méthodes. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer ses propres joiners. Hein. Il a 3 méthodes, 2 callbacks, onFork et onComplete. OnFork, s'il est appelé au moment où vous soumettez une tâche à votre structure Stascope. OnComplete, c'est quand la tâche a terminé son exécution. Éventuellement, elle a créé une exception. Ce n'est pas forcément un résultat que cette tâche porte. Donc c'est à vous après d'examiner ça exactement, voir comment ça fonctionne. Et puis vous avez cette méthode result qui va être appelée par le join pour construire le résultat de votre structure Stascope. Donc quand vous appelez join, ça vous retourne ce que retourne cette méthode result qui est ici. Donc cet objet, il est assez facile à implémenter. Vous pouvez l'implémenter et c'est lui qui va en fait diriger ce que vous voulez faire avec les différents résultats de vos tâches. Donc si je reviens sur le truc précédent, vous voyez, vous forquez toutes vos tâches vers tous les serveurs que vous avez besoin de requêter. Les subtasks, en fait, vous ne les récupérez pas ici. C'est dans le onComplete que vous allez pouvoir les récupérer. Okay. Et une fois que vous aurez toutes vos subtasks avec leurs résultats, vous allez pouvoir créer le résultat global de votre calcul, de tout votre truc. Là, on peut faire des choses très avancées avec ce machin-là. Le pattern n'est pas encore terminé. Dans la dernière version, il y a une méthode supplémentaire qui est une méthode onTimeout. Donc si vous avez une tâche qui a timeouté, vous avez un callback également sur ce truc-là. Et si jamais vous avez des exceptions qui sont jetées, par exemple là, supposons qu'on soit sur la ligne 62, ce truc-là, il jette une exception, la stack trace que vous avez va vous emmener exactement vers la ligne 62 et vers le code qui était appelé par la lambda que vous avez passé. Donc vous avez des stack traces qui vont en fait vous permettre de faire du débugage. Ce qui est un peu l'objet d'une stack trace à l'origine. Maintenant, ce problème, enfin le problème des stack traces qui ne vous disent rien dans les frameworks réactifs, là il est résolu avec ce genre de choses. Et le dernier élément du projet Loom, c'est les scope values. Les scope values, l'objet c'est de remplacer les threads locaux. Alors les threads locaux sont compatibles avec les threads virtuels. Vous pouvez, si vous avez une machine, enfin une application qui marche avec des threads locaux et que vous la passez sur les threads virtuels, elle doit continuer à fonctionner, ça, il n'y a pas de problème. Mais les scope values peuvent faire vachement mieux. Les scope values, elles ne sont pas mutables, ce qui veut dire que la VM peut les optimiser, ce qui n'est pas le cas des threads locaux, c'est quand même un peu embêtant. Et un des problèmes des threads locaux, c'est que comme ils sont attachés à un thread, et que ce thread il vit pendant toute la durée de votre application, si vous oubliez qu'il y a une méthode remove sur votre thread local et si vous ne l'appelez jamais, bah vous êtes potentiellement en train de partager vos secrets avec d'autres parties de votre application qui n'ont pas à les connaître. Okay, parce que n'importe qui peut aller interroger les threads locaux qui sont les variables qui ont été attachées au thread courant. Et comme ce thread il est récupéré pour tout à fait autre chose, bah ce tout à fait autre chose peut avoir accès à ça. D'accord. Donc comme les threads virtuels, c'est quelque chose que vous créez à la demande et que vous laissez mourir, bah, au moins vous résolvez ce problème-là si vous utilisez les threads virtuels. Alors le modèle de programmation, il est vachement simple. Vous créez une scope value avec new instance, un peu comme un thread virtuel d'ailleurs, et puis après vous liez cette scope value à une valeur, et vous lancez, ici c'est un runnable, mais ça pourrait être un callable également, vous lancez un runnable ou un callable dans le contexte de cette liaison. Okay. Là, ça, c'est une autre liaison. Vous voyez que la même scope value a été liée à key2. Et donc, vous lancez la même méthode, mais la première méthode va voir la première liaison. Le deuxième appel de méthode va voir cette deuxième liaison. Et dès que vous quittez ce runnable, la liaison est cassée. La liaison, elle est stockée dans la pile d'appel. Donc, quand la pile d'appel c'est plus la même, la liaison, le truc, il est parti. D'accord. Donc, et là, tout se passe dans le même thread. Okay, donc, ce n'est pas lié à un thread particulier. Il n'y a pas de concurrence là-dedans, il n'y a pas de multithreading. Comment est-ce que vous pouvez l'interroger? Bah, le modèle est encore super simple. Vous avez une méthode isBound et une méthode get. Et puis, si ce n'est pas isBound et que vous faites un get, là, vous prenez une exception. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que ça marche. La question, c'est est-ce que si votre méthode, si le runnable que j'ai là, enfin, si la méthode que j'ai là, si elle-même crée des nouveaux threads, est-ce que ces nouveaux threads vont voir la liaison que vous avez définie en entrée? Et la réponse, par défaut, est non. Pourquoi? Parce que si vous créez un nouveau thread avec newThread ou une des méthodes factory ou un exécuteur service, ces threads-là vont s'échapper du contexte de l'appel qui est là. Et vous ne voulez pas que les scope values puissent s'échapper du contexte de cet appel. D'accord? Donc ça veut dire que
les threads ne vont pas, vous voulez pas de loose scope values, donc les scope values ne sont pas transmises à ces nouveaux threads. En revanche, si vous créez des structures task-scope, bah là c'est transmis. Pourquoi? Parce qu'un structure task-scope c'est auto-closable, donc le structure task-scope ne va pas s'échapper du contexte de votre appel de méthode. Tout ça, ça reste dans le runnable. Ok? Donc structure task-scope, oui. Tout le reste des threads que vous pouvez créer autrement, non. Où est-ce qu'on en est de Loom? Bah, les virtual threads sont finaux en 21, donc ils restent finaux en 21. On ne va pas écrire le passé, grosso modo on ne peut pas. La concurrence structurée, elle est preview en 25 et elle sera toujours preview en 26, avec quelques modifications. Les scope values étaient finales en 25 et seront toujours finales évidemment en 26. Voilà. Il me reste un peu de temps. Hein. Il me reste plein de temps. Il me reste plein de temps. Mais oui, il me reste plein de temps. Super. Alors, je vais vous parler d'une autre API qui est géniale, enfin moi que je trouve géniale, qui s'appelait les stable values en 25 et qui s'appelle les lazy constantes en 26. Donc pour les suivre à la trace, c'est un peu difficile. Il faut juste savoir que lazy constantes, c'est la même chose que les stable values. Et ça a à voir avec le fait que les champs finaux, en Java, ils ne sont pas tout à fait finaux. Vous voyez, là, j'ai une classe, et puis là, j'appelle message et j'imprime le résultat de message dans la console. Voilà. Et puis, je crée une extension de cette classe B, que j'appelle B. Et puis là, je me dis, en fait, le message, je veux le particulariser. Donc, je redéfinis la méthode message, et puis dans le truc message, j'appelle message. OK ? Et puis, je fais B égale new B avec hello world. Et la question, c'est qu'est-ce que le IO println de message va afficher? Qui pense que ça va afficher default message? Personne? Qui pense que ça va afficher hello world? Personne non plus? Qui pense que ça va afficher autre chose? Personne non plus. Qu'est-ce que vous pensez que ça affiche? J'ai rien entendu. Ça affiche nul. Pourquoi ça affiche nul? Pour la raison que je vous disais tout à l'heure. C'est que le compilateur, gentiment, m'a glissé un appel à super ici. Et donc super va appeler ce machin-là, c'est ce que je lui demande, qui va appeler message ici, mais message est redéfini, elle est là. Et ce truc-là, ça lit message, sauf que ça lit message avant l'initialisation. Donc ça lit nul. Il y a des gens qui connaissent JSpecify ou qui utilisent JSpecify ou ces machins qui permettent de se protéger contre les null points exception? Parce que ça, ils ne le voient pas, ça. Mais il y a des gens qui font du Kotlin? Ouais, vous avez le même problème en Kotlin. Kotlin, ça vient de Java, ça vient de la JVM, donc c'est mort. Kotlin ne peut rien faire sur ces trucs-là. Donc ça, c'est embêtant. Maintenant, on peut mettre l'appel à super explicite et on peut le mettre à la fin du constructeur. Ouais! Et là, maintenant, quand vous exécutez ce code-là, ça affiche hello world parce que l'appel à super, il est après. Et donc, vous ne voyez plus l'initialisation de la variable finale que vous avez. OK. Alors, dans cet appel, avant le truc de super, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Notamment, vous ne pouvez pas appeler de méthode qui soit, voilà. Vous pouvez juste faire de l'optimisation ZIS, vous n'y avez pas accès, sauf pour faire ce que je vous ai mis là. Ça, c'est le truc. Et donc, qu'est-ce que fait ce machin stable values ou lazy constantes? Ça initialise les constantes quand vous en avez besoin, de façon à ce que vous ne puissiez jamais observer la transition d'une constante de nul jusqu'à sa valeur finale. D'accord? Les patterns, c'est lesquels? Alors, je vais vous faire grâce des patterns seuls. C'est le pattern singleton, je vais zapper. Tout le monde sait que le singleton, il est buggé. Écrire un singleton comme ça, c'est pas la peine, vous savez tous. Double check locking, oui, tout le monde est au point avec ça. Ok, donc j'ai pas besoin de détailler. Voilà, donc ça c'est buggé, faut pas le faire. Si vous le faites, voilà. La bonne façon de déclarer des singletons dans vos applications, c'est de faire ça. Et quand vous réfléchissez, si vous voulez avoir des singletons qui soient vraiment lazy, des constantes qui soient vraiment lazy en Java, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est d'écrire une classe par constante. Parce que là, si j'en mets 50 des instances là-dedans, si j'en initialise une, en fait, elles vont toutes être initialisées, même si j'en utilise qu'une seule. D'accord? Et si vous voulez être certain qu'il n'y a que la constante dont vous avez besoin qui va être initialisée, il faut créer une classe par constante.
Et c'est ce que font les gens dans les applications. Évidemment, il ne faut pas le faire parce que ça fait trop de classes. Ça fait trop de classes qui ne servent à rien. Donc l'idée des stable values, c'est d'avoir une vraie API. Et je vais zapper parce qu'il y a quelqu'un qui s'agite là, avec ses machins. 3 minutes. Ouais, toi là. Ok, donc l'idée c'est d'écrire ce genre de choses. Ça c'est toujours stable values. Voilà. Où est-ce qu'elle est? Voilà, lazy constante. C'est d'utiliser. Mais attends, je l'avais tout à l'heure là. Voilà. Alors c'est pas stable value, c'est lazy constante. Vous voyez, le truc qui est là, c'est de dire, je vais définir ma constante comme ça. C'est lazy constante de logger. Et puis j'écris lazy constante off. Je lui passe un supplier. Et quand je fais un appel à get, à ce moment-là, ça va regarder si le supplier il a déjà été appelé. S'il a déjà été appelé, ça me sort le résultat. Sinon, ça l'appelle. Okay, et ça, c'est implémenté par des API qui sont écrites par des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas l'espèce de double check locking tout pourri que j'avais tout à l'heure. Okay, c'est du code qui marche. Ça, l'idée, c'est ça. C'est vachement simple et ça va vraiment révolutionner. Ça a à voir avec les performances au démarrage de votre machine, de votre application. Hein. Parce que plutôt que d'initialiser toutes vos constantes, là, vous initialisez juste des suppliers. Et ça, initialiser des suppliers, ça, c'est gratuit, ça. Ça fait rien du tout. Le logger que vous avez là, si c'est du log4j ou équivalent et que vous avez un log4j.xml à lire, à chaque fois que vous initialisez un logger, vous avez une requête IO qui passe. Hein, c'est des millisecondes. Hein. Si vous en avez 50, déjà vous payez 50 millisecondes de base pour démarrer votre application avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Hein. C'est dément. Hein. Et puis on peut le faire également dans les listes. Vous avez list of lazy. Vous lui dites ma liste elle fait 50 éléments. Et les 50 éléments qui sont là, vous avez une lambda pour les créer. Et puis ça va vous créer, ça va aller vous initialiser votre liste également de façon lazy. Et puis il y a la même chose pour les maps. Vous voyez, là c'est stable value, ça c'est la version avec lazy machin. Map of lazy, vous donnez un set avec les clés. Et puis la lambda qui vous permet de créer les valeurs à partir des clés. Et ça c'est pareil, ça va être fait de façon lazy. Voilà. Donc ça c'est pour 25, ça c'est pour 26, c'est 2 JEP. C'est les 2 JEP qui sont là, prepare to make final, mean final. Donc ça, moi ça me fait rire. Bon. Quelquefois il y a des gens qui ont de l'humour. Et puis ça, les lazy constantes, c'est le truc que je viens de vous montrer. J'ai quasiment fini, je te promets. Presque. Donc ça, c'est de la preview. C'est la même API, hein, les deux. Hein. C'est la même API. Donc lazy, stable value, ça n'existe plus, ça s'appelle lazy constante. Et c'est de la preview en 26. Et j'ai terminé. Merci.